lundi 24 mars. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est le retour sur le Grand Prix de Chine, c'est-à-dire qu'au cours des prochaines minutes, on retourne sur le week-end de course qui se déroulait du côté de Shanghai, autant pour les séances de qualification que pour la course sprint. Mais avant de débuter par la journée de samedi, permettez-moi de vous rappeler que cet épisode du F1 Podcast est une présentation de l'entreprise québécoise Descœurs Incorporée de Laval à Tremblant. Descœurs Incorporée vous offre un service sur mesure et humain dans la conception et vente de matériel concernant la construction d'escaliers. Il est maintenant temps d'aller rejoindre notre collaborateur du lundi. Il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve, ainsi que l'auteur des chroniques Souvenirs sur la page Facebook du F1 Podcast. Kevin Fontaine, comment ça va? Ben, ça va super bien, Martin. Toi, comment vas-tu? Je vais numéro un. Je me remets de mon fameux virus là, qui a bien Mhm. failli m'avoir, je te dirais, avec la fièvre et tout ça. J'ai encore des restants de tout, là, mais je survis à travers tout ça. Là. Au moins, j'ai la F1 là, qui me garde réveillé la nuit pour être, pour être, La être sûr. fièvre de la F1. Ouais, c'est ça, ça me permet de prendre ma température, de boire de l'eau. Donc, c'est le fun. Écoute, on a eu tout un week-end de course encore. Normalement, les week-ends Ah, sprint nous gardent toujours très occupés, donnent beaucoup de contenu pour nos épisodes. Je pense qu'on a encore un défi à relever cette semaine, un peu comme la semaine dernière, c'est d'être capable de rassembler un peu tout ça, là, puis d'essayer de rien oublier, d'être capable d'adresser un peu tous les sujets, toutes les péripéties qu'on a eues au cours de la fin de semaine. On en a eu un très, très gros, là. Moi, à ma grande surprise, j'avais été faire un petit dodo après la nuit de course puis tout ça. Puis en me levant, j'ai vu qu'il s'était passé des choses. On va en venir, mais si tu le permets, on va commencer avec la journée de samedi. La mhm. journée course sprint, puis ensuite on a eu une séance de qualification. Dans l'ensemble du spectacle de la course sprint en Chine, comment as-tu trouvé ça? Ben, écoute, c'est sûr que c'était une fin de semaine de course peut-être un petit peu moins palpitante qu'en Australie, mais je te dirais, dans l'ensemble, on a quand même eu un bon week-end. C'est sûr que en Australie, ça a été assez spectaculaire, là. On va se le dire, entrer en matière et là, une course assez spectaculaire et tout. Là, c'est le premier week-end sprint de la saison. Et c'est pas peu dire qu'un certain Lewis Hamilton qui signe, Martin, sa première victoire dans un sprint. C'est pas rien, là. C'est quand même étonnant, vu le palmarès de Lewis Hamilton, que c'est son premier succès dans un sprint. Oui, en carrière. En plus, même chose pour Ferrari. C'est la Mhm, première fois que Ferrari signe une victoire en sprint. Il avait réussi à aller chercher la pole, Lewis Hamilton. Déjà mhm, là aussi, c'était quelque chose c'est sûr qu'on appréhendait toujours la première victoire, la première chose qui se passerait avec Hamilton en rouge. On l'a mhm. eu au cours du week-end. Moi, pour ma part, j'ai été surpris un peu du spectacle. Tu sais, le circuit de Chine, je le disais vendredi, je pense qu'il se prête bien à l'étude lorsqu'on veut emmener cette formule-là, ce week-end-là, sprint, avoir deux types de courses. Je pense que le circuit international de Shanghai se prête bien à cette étude-là. Malheureusement, il est arrivé une situation, c'est que le tarmac, là, la piste s'est tellement améliorée par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on avait utilisé un mauvais scellant. Là, on a vu énormément d'adhérence. Les voitures allaient excessivement rapides, plus vite qu'on s'attendait comme progression. 4 secondes et demie en séance d'essai libre. Le temps de la qualification de samedi après-midi était 3 secondes et demie plus rapide que celle de l'année d'avant. Donc, Pirelli avait fait un ajustement dans la nuit de vendredi à samedi sur la pression des pneus. Je pense que ça a créé une forme d'incertitude. Ça fait que on a voulu, dans pas mal tous les écuries, essayer de protéger les pneus. Puis je pense que ça nuit un peu au spectacle de la sprint. C'est-tu quelque chose que tu as vu, toi aussi? As-tu pensé ça aussi, qu'il y avait cette incertitude-là au niveau des pneus, a fait que peut-être que les voitures, les pilotes ont été un peu plus prudents qu'on s'attendait? Je pense qu'on a été un petit peu plus prudent à ce Ouais. sujet-là, Martin. Oui, Ouais. absolument.
Ouais, c'est ça. Parce que la raison pourquoi on avait ça, c'est que justement, les voitures allaient tellement vite qu'on n'a pas voulu prendre de chance du côté Mhm. de Pirelli. On veut toujours protéger le stress que sur le caoutchouc, surtout en virage, là, les voitures généraient pas mal de vitesse. Mhm. Donc, Lewis Hamilton a réussi à résister aux attaques de Max Verstappen tout au long de la course sprint. Ouais. Ça a été quand même un bon départ. Ça a donné un peu d'action aussi. On a vu plusieurs voitures qui se suivaient. Ça a fait un train DRS aussi. Mhm. Tout le monde, personne voulait vraiment prendre de risques. On a eu Max Verstappen à un moment donné qui a pris un peu plus de risques, qui a voulu mettre de la pression sur Lewis Hamilton. Ça a créé quand même un bon spectacle, mais finalement, il a payé le prix par rapport à tout ça. Puis c'est Oscar Piastri qui a pu le rejoindre un peu plus tard, là. Ouais, c'est ça. Ben, ça a été une course bien maîtrisée par Hamilton qui l'a contrôlé à la perfection, comme il sait le faire, comme il l'a démontré à maintes reprises au cours de sa carrière. Donc, une bonne gestion pneumatique du septuple champion du monde. Ensuite, tu l'as mentionné, Oscar Piastri, qui en a profité pour subtiliser la deuxième place à Verstappen, qui lui se classe troisième. Il n'a pas trop résisté, Max, hein, à l'attaque de la McLaren au Non. freinage du virage 14. Donc, il savait que ça n'en valait pas trop la peine, que Piastri était plus rapide. Donc, aussi bien consolider les points de la P3 en sprint pour Max Verstappen. Ensuite, Martin, quatrième, Russell. Encore là, encore solide, toujours présent pour ramasser des points des points, peu importe la situation. Je dirais même monsieur opportuniste parce qu'il a réussi à saisir deux opportunités. Leclerc, cinquième, plus en retrait qu'Hamilton depuis le début du week-end. Leclerc, il a avoué qu'il a toujours un petit peu de mal sur ce circuit à Shanghai. Donc, cinquième, un petit peu plus de 12 secondes de son coéquipier. Donc, ça a paru dans la confiance de Leclerc dans la sprint. Je ne l'ai jamais trouvé tant à l'aise à ce moment-là. Je ne sais pas pour toi, Martin, qu'est-ce que tu en as pensé, mais je trouve que dans la sprint, Hamilton était beaucoup plus solide que Leclerc. Et ça s'est vu aussi là, dans le résultat notamment. Oui, Charles semblait chercher quelque chose sur sa voiture qu'il ne le trouvait pas. Forcé d'admettre, on voyait il avait un problème du côté de Lewis Hamilton, mais c'était tout le contraire. On voyait le bon vieux Lewis Hamilton, justement, qui semblait en plein contrôle de ses moyens. Euh, a su exactement gérer les pneumatiques de la bonne Mhm. façon, a passé le petit creux de vague là, qu'on peut trouver à travers les médiums des fois lorsqu'on commence à avoir ce fameux phénomène-là de grainage. C'est pas la fin du pneu, c'est simplement une partie difficile à résister, à survivre. Et si on le fait de la bonne façon, ben, on est capable de donner une deuxième vie à ces gommes médiums-là. Puis ça, c'est un art là, d'être capable de le faire. Puis Lewis Hamilton l'a très bien fait à bord de sa Ferrari dans la journée de samedi. Pour le reste, tu sais, bien sûr, dans les sprints, il y a toujours juste 8 voitures qui marquent des points. Fait que ça ne nous donne rien de s'éterniser. Puis, je l'ai dit en début, il y a beaucoup de contenu à faire à travers tout ça. Euh, Si on regarde là, dans les 8, Russell, tu le disais, a très bien fait, saisi ses opportunités. Depuis l'année dernière, il nous a habitués à être capable de faire ça, de voir lorsqu'il y a des victimes qui pourraient être à sa merci. Puis je pense que Max Verstappen, comme tu disais, quand il a pas résisté aux attaques de Piastri lors de la course sprint, il a tout de suite transféré justement son focus sur Russell, être capable de pas se faire rejoindre justement par la Mercedes. Parce que lui aussi aurait pu se faire des idées assez faciles là, qui avait des chances de rejoindre Max Verstappen. Donc à ce moment-là, je pense que c'est ce qu'il a essayé de faire, préserver le plus possible ses pneus pour être capable de résister aux attaques. Il a réussi à le faire. Russell, très belle course aussi, comme tu dis. Elle termine quatrième. Leclerc, cinquième. Tsunoda, les Racing Bulls semblaient en grande forme. Il l'était en grande forme, forcé d'admettre. Euh, Autant dans la sprint shootout que dans la course, je trouvais qu'on avait un bon rythme du côté de Tsunoda. Antonelli, encore une fois, une belle performance. Et puis Norris, ben lui, c'était tout le contraire, là. C'était une journée à oublier pour lui. Beaucoup d'erreurs. Il s'était tiré dans le pied avec sa séance de qualification la veille. Et puis là, il s'est vraiment pas amélioré avec son départ, là. Non, c'est ça. Et Norris qui a encore eu un premier tour délicat à Shanghai, Mhm. c'était le cas l'année passée, hein, Martin. Ça a été le même problème dans le premier enchaînement et ça lui a coûté cher pour la suite. Heureusement pour lui, il va chercher un petit point, mais il y avait matière à faire mieux, ça c'est certain. Non, c'est ça. Ça, j'ai été déçu de ce que Lando Norris y a fait. Euh,
J'aurais aimé ça qui réagissent mieux au départ, mais en tout cas, c'est des choses qui arrivent. Ça fait partie encore de l'apprentissage dans son cas, mais c'est vraiment des points importants qu'il a sacrifiés. C'est juste une Mhm. course sprint. On est juste au deuxième Grand Prix de la saison. Je suis peut-être d'accord avec ça. Sauf que lorsque tu es un prétendant au titre, c'est pas le genre de performance que tu vas avoir là, dans le deuxième samedi de la saison déjà. Là. On est juste rendu au deuxième samedi, puis on est les bonnes vieilles habitudes sont déjà de retour du côté de Lando Norris. Donc, disons que si j'étais en charge des cotes à Vegas, là, les fameux odds là, qu'on donne là, pour savoir qui va être champion ou qui l'est pas, ben, disons que je ferais perdre un peu de valeur à Lando Norris avec ce week-end-là. Là. Disons, juste après la séance de sprint, déjà, je trouvais que sa cote vient peut-être de descendre un petit peu comme étant un prétendant parce qu'on peut vraiment pas penser devenir un champion du monde avec des journées comme il a connu samedi et non plus celle de vendredi. Pour ce qui est des courses dans les formules sprint, on cherche toujours, on dirait que j'ai toujours essayé de voir, faut finir cette formule-là, savoir s'il n'y a pas des choses qu'on peut faire pour améliorer. Puis oui, en fin de semaine, je le disais, il y avait une situation particulière avec la piste qui est tellement rendue plus rapide, avec Pirelli qui a eu l'ajustement sur la pression des pneus. Ça s'est fait un peu à la dernière minute. Les écuries avaient tout l'inconnu autour de ça. Fait que je comprends ça. Mais le facteur qu'on on cherche souvent à protéger nos gommes, malgré que c'est une course qui est le tiers d'une épreuve normale, c'est 100 km une course sprint, il y a toujours ce côté-là qui me dérange parce que le mot sprint, c'est justement, c'est pas un marathon. On devrait aller à fond. On devrait pas se soucier de ça. Il y a pas d'arrêt au puits. C'est on y va puis on se pose pas de questions en d'autres mots. Ça m'a fait penser, est-ce qu'on devrait pas éliminer la gomme médium, éliminer la gomme tendre, puis forcer les écuries à aller en gomme dure lors d'une course sprint? C'est une option. C'est une option qui est très envisageable même. Je te dirais même, Martin, pour la qualification du sprint, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a un certain moment, à une certaine époque, on avait un tour de qualification lancé par Oui. pilote. Moi, je trouve que ça pourrait être une solution assez intéressante. On a le format Q1, Q2, Q3 qu'on utilise depuis 2006 pour la séance de qualification, mais je trouve que ça donnerait un petit cachet supplémentaire, une distinction pour la qualification à avoir un tour lancé par pilote sur la piste. On a tout le focus sur le pilote, sur l'écurie, avec les sponsors, avec tous les détails, tout ce que la voiture peut faire sur la piste. On a le focus, pas à gauche, à droite, Non, mais je juste sur le comprends, pilote. mais, Oui. mais je comprends où tu vas amener, mais présentement, la formule de qualification pour la sprint, je Mhm. trouve pas qu'elle fait nécessairement défaut. On la commence en gomme, un train de gomme médium Mhm. obligatoire, neuf. Après ça, la même chose la deuxième séance. Dernière séance, on y va en gomme tendre. Tu Mhm. sais, j'ai pas. Peut-être à moins que c'est ça que tu veux emmener, toi tu trouves qu'elle fait défaut aussi, qu'il y a un problème dans le spectacle. Mais moi, je regardais plus dans le principe de la course. Tu dis, t'as Mhm. 19 tours, on veut voir les gars là à fond, on veut pas voir C'est ça. nécessairement les gars tout de Mhm. suite commencer à tomber en ménager, protéger les pneumatiques, puis toutes ces choses-là en gestion de Mhm. pneus. On veut, tu Mhm. sais, après seulement quoi, ça faisait 6 tours ou Ouais, à 9, peu près, ouais. à peu près 6 tours, puis on commençait déjà à avoir ça là, comme vocabulaire, de dire, ah, attends, gestion de pneus. Ben, écoute, là, c'est une course sprint, là. Mhm. Et il y a 6 tours de fait, puis les gars, ils protègent déjà les pneus, il y a un problème, là. Parce que On veut voir oui, les gars attaquer. On veut voir ouais, les g'a attaquer. exactement. À fond de dire c'est 19 tours, go, puis les gommes dures, Mhm. ils vont faire la run, là, comme là, en bon français, là. Puis ils posent pas de questions, pèsent sur le gaz, puis fait de l'action. En tout cas, puis c'est tout le contraire de ce que je dis d'habitude, hein, parce que moi, vous m'avez déjà entendu, les histoires de qualification en gomme médium puis en gomme dure, c'est pas pour t'enlever où ce que tu voulais en venir tantôt, mais Mhm. moi, pour moi, de la qualification, tu veux voir les voitures aller au plus vite. Le plus vite, c'est les gommes tendres, de moi des gommes tendres. Je veux voir les écuries en gomme. Des qualifications en gomme dure, pour moi, ça m'intéresse pas. Mais en course, si t'es pas pour aller au maximum, t'es pas poussé jusqu'au bout, je me dis, là, j'ai changé mon fusil d'épaule en écoutant ça en fin de semaine, je fais comme, je pensais pas en venir à là, mais oui, c'est la gomme moins rapide, mais si c'est pour enlever le fameux tracas de ne pas en avoir assez pour faire la course sprint au complet, ben allons-y, tout le monde en gomme dure, puis let's go à fond, puis advienne que pourra. Qui Mhm. gagnera cette épreuve-là. En tout cas, c'est quelque chose que je lançais en l'air. On réglera pas ça aujourd'hui, là. Peut-être que ça sera un sujet à ramener dans notre épisode du entre-deux courses, justement cette semaine, là, qui sera vendredi. Mais pour ce qui est de la sprint, moi, c'est pas mal ce qui complète de mon côté. Je serais prêt à passer à la séance de qualification de l'après-midi. Avais-tu d'autres choses, toi, pour cette formule-là qu'on a eue
cette sprint-là à Shanghai qu'on a eu aujourd'hui? Aujourd'hui, Non, samedi plutôt. non, je te dirais que ça a quand même été bien dans l'ensemble. Peut-être euh, un un petit bémol là, du côté de Norris, comme tu as mentionné, Martin. Là, Mhm. c'est délicat pour lui parce on sait que chaque point est important. Puis là, c'est sûr qu'il se fait prendre des points par son coéquipier, par Verstappen. Donc, ça n'a pas été idéal dans son cas. Lui. Non, ça n'a pas été l'idéal. Puis là, il y avait 2 heures pour se remettre, pour donner Mhm. ses informations à son écurie, à ses mécanos, ses ingénieurs. C'est pareil pour tout le monde. Là, à ce moment-là, ben, les voitures ne sont plus en parc fermé, donc on peut apporter Mhm. des correctifs. Donc, tout ce qu'on a appris lors des séances la séance d'essai libre, séance de qualification, la course un tiers de distance, course sprint, toute cette belle information-là, ben, on peut la mettre à bon escient puis tenter de corriger nos voitures pour les optimiser pour la course. Comme ça que ça fonctionne un week-end sprint. Et là, tout ce beau monde-là se réunissait à nouveau pour une séance de qualification. Une séance de qualification qui a été encore une fois un grand spectacle sur le circuit international de Shanghai. C'est un endroit qui est toujours le fun. Un endroit très technique, un endroit très rapide, des virages signature, tout ce qu'on a de besoin pour avoir un beau week-end de course est là. On arrive à la séance de qualification. Encore une fois, on se rend compte qu'il y a une parité incroyable en Formule 1. Oui, McLaren est dominante. Oui, on a une bonne voiture, mais on a des réglementations en place. Moi, je m'inquiète pas trop. On sonne pas l'alarme après 2 grands prix. Je m'inquiète pas trop. La réglementation fait que ça devrait se stabiliser, ça. McLaren devrait perdre cet avantage-là à un moment donné parce qu'il faut se rappeler que aller jusqu'au 1er janvier quand même, on a pu concevoir cet MCL 39-là avec plus de temps soufflerie que d'autres écuries. Mais ça sera plus le cas. Depuis le 1er janvier, c'est plus le cas. Donc, ces impacts-là, excusez-moi, je suis en train de perdre mon souffle, un petit tout, ces impacts-là vont se faire ressentir dans la saison, là. On va les voir, là. Normalement, puis d'ici le mois de mai, le mois de juin, on devrait commencer à voir quelque chose là et les autres écuries vont avoir plus de temps sur et capables de mettre ça à bon escient et les rejoindre. Ça pour dire, c'est Oscar Piastri qui a été le plus rapide. Donc, Mhm. on continue avec ce que tu voulais dire, de dire Piastri prend des points importants à Norris. Norris fait des erreurs, mais aussi Oscar réussit à saisir ces opportunités-là puis soutirer des points. C'est toutes des bonnes nouvelles pour McLaren, championnat des constructeurs, mais peut-être des moins bonnes pour le championnat des pilotes à long terme. Donc, une belle pole position, du moins, de Piastri, là. Oui, mais il attendait depuis un petit moment, enfin. Mhm. Il est Sa arrivé. première. Oui, Oui, première position pour Oscar Piastri. 107e pilote à obtenir une position de tête. Donc, on est déjà rendu à ce chiffre-là. Premier Australien depuis un certain Daniel Ricciardo en 2018. Donc, ça fait quand même un bon moment là, on attendait ça du côté de l'Australie. Il devance George Russell sur Mercedes. Écoute, il a produit un tour, mais vraiment super. Moi, j'ai oui. été étonné de voir Russell à 82 millièmes de Piastri. Très, très belle performance. Mais Russell nous a souvent montré ça, être capable de réaliser des tours de qualification formidables, de hisser sa Mercedes où on ne l'attend pas nécessairement. Donc, bravo à lui, bravo à Russell, qui devance Norris troisième, qui a toujours semblé avoir l'avantage. Il était devant Q1, Q2, mais Q3, oh, c'est l'Australien qui a sorti le lapin de son chapeau et qui a devancé son coéquipier. Oui, exactement. Russell saisit les opportunités. En plus, c'est un peu spécial à ce qu'on faisait du côté de Mercedes, comme on nous avait habitué lors des dernières saisons. Un tour rapide, un tour de récupération, plus un autre tour rapide. Puis on dirait que c'est là qu'on on réussit à atteindre la bonne fenêtre de performance, la bonne plage de température sur les gommes pour être capable de faire un tour compétitif. Russell semblait un peu surpris, mais en même temps non, parce qu'il essayait quelque chose. On l'a vu même c'est au début de la Q3, je pense, dépasser Verstappen tout de suite à la sortie des puits pour tout de suite s'en aller sur le. Il semblait impatient de quitter la ligne des puits pour être capable d'aller justement commencer ce travail-là de préparation pour ses pneus. Donc, on a bien vu du côté de Mercedes, bien vu du côté de Russell. Ça fait partie du travail d'un pilote de F1 et des écuries de dire que la voiture, c'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours on arrive, ça fonctionne, puis on a la solution, puis la voiture est rapide. Des fois, il faut travailler un peu plus fort, puis c'est ce qu'on a fait du côté de Mercedes, puis les résultats ont été là. On a eu une belle deuxième position. C'est une position avantageuse au moment de la course, de dire si on est capable de partir à l'avant, même si on craint les McLaren en course, ben ces positions-là qu'on est capable d'avoir le samedi, ben des fois deviennent payantes le dimanche. On en a déjà parlé la saison dernière, hein, à quel point que c'est des opportunités de points qui se construisent. Il y a l'expression qui dit il y a aucun point qui est distribué le samedi. C'est plus ou moins vrai. Il y a une partie des points qui se gagnent le samedi dans l'emplacement qu'on va avoir sur la grille de départ le dimanche. Et Russell a très très bien fait. Norris
troisième, tu le dis, oui, des petites opportunités ratées, il semblait en contrôle jusqu'à la Q3, il semblait un peu dérangé, la voiture un peu instable à certains virages. A aussi dit que il veut, il sent pas nécessairement que la voiture est ajustée à lui, donc il comprend ça, mais il veut, c'est à lui de s'ajuster à cette auto-là, de comprendre comment la saisir. Ça a bien fonctionné en Australie, puis là, ça semblait plus compliqué sur le circuit de Chine. Un qui continue toujours de chercher à apprivoiser sa voiture et à mouler son style autour de cette nouvelle créature-là de l'écurie autrichienne Red Bull. Max Verstappen, quatrième. As-tu été surpris de le voir là? Pensais-tu le voir larguer un peu plus loin ou de le voir de retour devant les Ferrari? Tu t'attendais à ça? Tu t'attendais qu'on allait faire un certain progrès chez Red Bull? Ben, écoute, je m'attendais à ce que les Ferrari soient devant, pour être bien franc, Mhm. mais venant de Verstappen, faut pas être surpris. Non, Faut faut pas être pas être sûr. surpris. Puis c'est ça, il maximise encore une fois sa RB21 qui devance les deux Ferrari de Hamilton et de Leclerc. Donc, non, je suis pas nécessairement surpris de Verstappen. Je te dirais que peut-être que je suis un petit peu plus déçu, par exemple, des Ferrari, que je m'attendais un petit peu plus à l'avant. Ferrari, notamment Hamilton, qui était très véloce dans les qualifications sprint, il a eu un petit peu plus de mal lors de cette séance. Ça venait avec les déclarations de Frédéric Vasseur qui avait dit on ne savait pas trop pourquoi la voiture avait été aussi rapide lors de la course sprint. On ne savait pas non plus pourquoi elle avait été lors des qualifications de la course sprint. Donc, ça, dans ce temps-là, lorsqu'on voit des réactions comme ça d'un directeur d'écurie ou des personnes en charge de l'ingénierie ou du développement de tout ça, lorsqu'on ne sait pas trop de où la performance vient, mais c'est jamais bon signe. C'est le fun parce que tu en prends les bons côtés. C'est mieux ça que de pas savoir pourquoi t'es pas rapide. Mais lorsque tu es rapide, tu as les bons résultats, sauf que tu aimerais en tirer des conclusions, prendre ces données-là, être capable de reproduire cet événement-là. Je pensais qu'on était capable de bâtir un peu de momentum pour le week-end. J'ai été surpris qu'on l'a perdu si rapidement. On venait de gagner quelques heures avant. Lewis Hamilton, on l'a dit, belle gestion des pneus. La Ferrari semblait stable. On semblait être une voiture capable de remporter des épreuves. Là, on arrive quelques heures plus tard, puis on se qualifie cinquième et sixième. Donc, c'est sûr que c'est pas le résultat souhaité. Puis il y a des questions à se poser encore là, de dire qu'est-ce qu'on fait pour perdre de la performance comme ça. Tu l'avais mentionné la semaine dernière, des fois, c'est simplement d'une séance de qualification à une autre où ce que ça disparaît. Des fois, c'est dans le premier relais, aller jusqu'au deuxième relais, il y a quelque chose qui se passe qui fonctionne plus. Donc, ça va être des solutions à trouver ou des problèmes, du moins, à remédier dans les prochaines semaines pour Ferrari. Après ça, Isaac Hadjar. Isaac Hadjar, Mhm. week-end difficile. On en a parlé beaucoup. Il y a eu les commentaires du docteur Helmut Marko. Tout le monde avait un peu son opinion sur comment que quelqu'un devrait réagir face à une situation comme Hadjar a vécu à son premier Grand Prix, d'être exclu avant même. Parce que, dans le fond, pour l'instant, là, sur la fiche de Isaac Hadjar, son premier Grand Prix en carrière n'est même pas le Grand Prix d'Australie. C'est le Grand Prix de Chine. Parce qu'il n'a même pas participé à l'Australie à cause que c'est passé pendant le tour de formation. Donc, pour ce qui est de Hadjar, rebondir et arriver septième dans la qualification pour la course, c'est un très bon résultat. Oui, c'est un bon résultat dans l'ensemble pour Racing Bulls, qui semblait en très grande forme, mais on va prendre tout ce que Hadjar peut avoir de positif là, après son premier week-end difficile. Là. Ouais, bravo à lui. C'est une autre belle qualification pour Hadjar, capable de bien se débrouiller rapidement à bord d'une monoplace. Ça, c'est bon signe pour un jeune pilote. On le surnomme pas Petit Prost pour rien. Ça, c'est quelque chose qui a été énuméré par nul autre que Helmut Marko aussi. Donc, c'est bon signe. C'est bon signe. C'est un bon petit surnom. Alain Prost, qui est une légende du sport automobile, de la Formule 1. Donc, c'est flatteur pour Isaac Hadjar d'avoir ce petit surnom-là. Donc, il a encore réussi à bien faire en qualification. Septième, meilleur rookie. Donc, bravo à Hadjar. Antonelli, huitième. Tsunoda, neuvième. Donc, les Racing Bulls en Q3 sont capables de bien performer sur un tour lancé. Donc, ils étaient dans le top 10 dans les trois séances par tête. Donc, ça, c'est bon signe. Ça, il y a de la performance à bord de cette voiture-là. Il reste seulement à optimiser tout ça lors d'un Grand Prix. Et Alexander Albon, dixième à bord de la Williams. Je sais pas si tu te rappelles, Kevin, il n'y a pas si longtemps que ça, s'il y a à peine quelques semaines, on faisait ensemble le lancement. Non, pas le Mhm. lancement, plutôt, c'était la pré-saison. Pré-saison, ouais. Ouais, pré-saison. Et je t'avais dit que les Racing Bulls, c'était peut-être sceptique, mais
t'étais pas nécessairement dans ce camp-là, là. Tu voulais voir un peu plus encore. Mais je t'avais dit qu'il y avait une belle stabilité puis une belle base pour développer quelque chose sur la Racing Bulls. Je trouve qu'on est encore dans ce sens-là. On voit qu'il y a vraiment quelque chose de positif si on bâtit de la bonne façon, parce que c'est arrivé dans le passé, là, l'année dernière, on a vu ça où ce que on a, à toutes les fois qu'on a voulu prendre des pas à l'avant, ben finalement, ça a été des pas à l'arrière. Tout ce qu'on apportait de l'usine n'était pas capable de se traduire en performance sur la piste. Donc, si on a vraiment remédié à ce problème-là, puis on utilise ce qu'on a sous la main, puis on développe de la bonne façon, Racing Bulls pourrait être une écurie très dangereuse pour certaines écuries là, qui voudraient prétendre à terminer cinquième cette saison. Donc, pour l'instant, on a une très belle performance et une très belle stabilité en virage. Je la trouve impressionnante, la Racing Bulls. Oui, elle est très bonne et les pilotes sont capables d'optimiser le potentiel de cette voiture-là. Et ça, c'est bon signe. Ça, c'est bon. C'est bon pour la confiance des pilotes et c'est bon aussi de voir qu'est-ce que les ingénieurs ont produit aussi. Donc, à date, on a une bonne base sur quoi se baser, si je peux dire. Ouais, ils sont Et trop développés, c'est ça. oui, exactement, sur développer. Et il faut réussir là où les autres ne réussiront pas. C'est-à-dire que si les meneurs ont des ennuis, il faut profiter de ces moments-là. Il faut vraiment réussir à tirer le maximum. Il faut tirer profit de ces situations-là. Et c'est ce que le Racing Bulls doit absolument faire dans un plateau aussi relevé en cette saison 2025. Tu dis si les meneurs ont des ennuis, je ne sais pas pourquoi, j'ai le visage de Liam Lawson qui m'est venu en tête. Mhm. On parlait d'Adjar, septième. On parle de Tsunoda, neuvième. Puis on n'a pas encore nommé Liam Lawson parce que Liam Lawson, là, est obligé de descendre la liste au complet pour retrouver son nom encore une fois dernier. Pour une deuxième fois en 2 jours, dans une deuxième séance de qualification, dans un deuxième week-end chez Red Bull, tu qualifies ta voiture derrière des voitures vertes de l'écurie Stack Sauber, tu es derrière les deux Racing Bulls et de loin, derrière un jeune pilote comme Isaac Hadjar, derrière ton compétiteur direct qui voulait ton poste chez Red Bull en Yuki Tsunoda. Est-ce que, avec tout ce que je viens d'énumérer, là, vouloir écrire un pire week-end pour Liam Lawson, je pense pas que je serais capable de faire ça, hein. C'est vraiment un calvaire dans lequel le jeune homme est en ce moment. Martin, il arrive tout simplement pas à dompter cette Red Bull-là. Et on voit à quel point cette voiture-là est pointue et plus difficile à piloter que la Racing Bulls de l'année passée dans laquelle il se trouvait. Euh, c'est vraiment délicat. Ça me fait mal parce que c'est un pilote que j'apprécie beaucoup. Euh, mais il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe parce qu'on connaît la patience de Red Bull. Ça ne durera pas. Ouais. Ça ne durera pas, puis il va falloir qu'il trouve situation à ça, qu'il trouve un remède à ces maux ou qu'on en arrive à une solution X de la part des dirigeants. On verra en temps et lieu, mais tout simplement pour dire qu'en ce moment, c'est très loin d'être au beau fixe pour Liam Lawson. Si, je parlais de ça avec François Goulet vendredi dans notre épisode de Votre guide pour Chine 2025. Puis, dans notre conversation, je trouvais que c'était de la science-fiction d'entrevoir un remplacement de Liam Lawson, puis de voir Yuki Tsunoda s'asseoir, prendre position dans la Red Bull RB21 devant les siens au Japon. Je sais pas pourquoi, comment que de la science-fiction de vendredi est devenu quelque chose qui est peut-être complètement plausible le dimanche si rapidement. J'avais dit, ça prendrait toute une catastrophe pour que ça devienne un scénario envisageable. Est-ce que tu penses que c'est envisageable? Écoute, si tu veux mon avis, très franchement, je crois que oui. Ah Je crois ouais, que oh. oui parce que le jeune homme a la confiance, même s'il ne le démontre pas, la confiance est au plus bas. Parce que Mhm, tu te vois dernier. Tu te vois dernier dans une voiture qui est capable de jouer le top 5, 6. Tu te dois d'être en Q3 et tu te classes dernier. Et là, tu veux pas perdre la face, mais tu te dis en même temps, tu veux pas, excusez l'expression, scraper un jeune pilote. Pourquoi ne mhm. pas donner la chance à Yuki Tsunoda? On l'a dit, Martin, on se l'est dit, c'est le choix simple, c'est le choix aisé qu'on aurait dû faire chez Red Bull. On n'est pas dans le secret des dieux non plus, mais on s'est dit pourquoi ne pas y aller avec Yuki Tsunoda?
de Ouais. lui laisser cette opportunité-là. Peut-être qu'il va mieux s'en sortir. Peut-être que non. On ne lui souhaite pas que ça aille mal, mais peut-être que oui, ça pourrait aider Red Bull à avoir un deuxième pilote qui est là, qui est prêt à aider Verstappen et à rapporter des points. Mais tout ça pour dire que je crois, à mon avis, que Red Bull ne perd rien de faire ce changement-là, de ce changement de baquet entre Yuki Tsunoda et Liam Lawson. Tôt dans la saison, après deux Grands Prix, à cause des Mm. circonstances, c'est deux fois dernier Mhm. en qualification, c'est ça qui fait mal, qui n'a pas de bon sens. Puis, juste pour mettre les choses en perspective, là, Liam Lawson, c'est un pilote que tu adores. Depuis Mhm. longtemps, tu m'en parles avant même qu'il arrive en F1 puis tout ça. Puis c'est pas pour, je fais pas ça pour te lancer Mhm. des flèches, Kevin. C'est juste pour attirer l'attention que même toi, qui es conscient du talent de Liam Lawson depuis longtemps, tu voulais pas le voir chez Red Bull tout de suite. Tu voulais voir Tsunoda. Et puis même toi, qui es conscient de tout ce que Liam Lawson peut faire, après deux Grands Prix, t'as plus envie de poursuivre l'exercice de le voir dans une RB21 pour un troisième Grand Prix consécutif. C'est Oui, gros, là. c'est surtout le fait de ne pas comme je dis, encore une fois, le terme scraper la carrière d'un Ouais. jeune pilote parce que il a le talent. Et on l'a vu dans ses premiers coups de roue, Martin, lorsqu'il a remplacé Daniel Ricciardo, il a fait quand même des belles performances. On s'est dit, mais c'est qui ce jeune homme-là? Il fait, Mhm. il fait bien ça. Là, tous les yeux de la planète étaient écarquillés et on s'est dit, mais il mérite sa place en Formule 1. Et comment le temps passe vite et comment les avis peuvent changer. C'est ça qui est impressionnant. Et là, on voit la situation dans laquelle il est. Et là, c'est ça que je me dis. Je me dis, si on ne veut pas bousiller la carrière de Lawson, on est mieux de prendre un pas de recul, de dire, Liam, on s'est trompé. On va te remettre chez Racing Bulls dans une voiture qui est peut-être plus aisée, qui a le temps d'exploitation plus large que la Red Bull. Prends ton temps, on va refaire tes armes, prends le temps de grandir, mais d'ici là, on va promouvoir Tsunoda à ta place. Moi, c'est ce que je ferais. Ouais, puis là, je veux pas me lancer là, dans rumeur, moi, que je trouve super folle, là. Mais Liam Lawson, pour moi, il y a une direction qu'il peut prendre, puis c'est de retourner chez Racing Bulls, là. Il n'y a Mhm. pas d'histoire que c'est terminé, puis on l'envoie chez lui, là, comme qu'on avait fait avec Alex Albon, le répéter. Moi, c'est la raison. J'ai pas arrêté de faire des comparatifs avec justement l'histoire Albon. Pourquoi qu'il fallait pas monter Lawson tout de suite? C'était approximativement le même nombre de courses que les deux avaient. Il y Mhm. avait Albon, ça a failli nuire à sa carrière. Aujourd'hui, on voit que c'est un pilote de F1. C'est juste qu'il était pas prêt, on l'a pas mis là au bon moment. Quand j'entends des histoires que Liam Lawson ne retournerait même pas chez Racing Bulls, là, ça, je trouve que ça n'a pas de bon sens, là. Ça, pour moi, ça, c'est de la science-fiction. On peut pas lui faire ça. Il faut le retourner au moins dans les mineurs, comme on fait dans d'autres sports avec des jeunes qui sont pas prêts, là. Euh, c'est même pas les mineurs, parce que dans le fond, si ça reste dans la ligue professionnelle, tu restes en Formule 1 quand même. Tu continues de prendre ton expérience. Je vais passer le reste rapidement parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps pour ce bloc-là. Oui, on n'avait pas le choix. Fallait s'attarder au dossier Lawson parce que c'est un gros dossier présentement en F1. Albon, 10e, encore une fois, une très bonne séance de qualification. La part de, pardon, la part de Alex Albon. 11e pour Ocon. 12e pour Nico Hülkenberg. Une belle qualification. C'est pas un top 10, mais quand même. Ocon aussi, on va prendre ce qui passe du côté de l'écurie As, excuse-moi. Hülkenberg, 12e, 13e Alonso, 14e Stroll, 15e pour Saints, 16e pour Gasly, 17e pour Oliver Berman, puis 18e pour Jack Doohan, 19e pour Gabriel Bortoleto et 20e pour Liam Lawson, comme on aimait. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette séance de qualification-là, quelque chose qui a attiré ton attention? Ben, comme tu as mentionné, la belle performance de Ocon, 11e. On se souvient à quel point ça a été compliqué en Australie pour Haas et Hülkenberg aussi, 12e sur la Sauber, comme quoi on n'a pas recruté pour rien. On sait ce qu'il peut donner lors d'une séance de qualification. C'est sûr qu'en course, il y a toujours le niveau de la Sauber Stack, mais en tant que tel, Hülkenberg en qualification, on n'est jamais déçu. Jamais déçu. Non, t'as raison. Et peu importe la couleur de la voiture, il réussit à faire quelque chose avec ça. C'est ce qui complète notre journée de samedi, notre petit survol rapide. Maintenant, il est temps de passer à l'action qui se déroulait dans la nuit de samedi à dimanche sur le circuit international de Shanghai en Chine.
Bon, ben, j'ai eu le temps de boire de l'eau, j'ai eu le temps de reposer ma gorge, mais j'espérais que ça soit mieux. Je peux rien garantir. Mais c'est le temps de parler du week-end de course, mais le week-end de course plus précisément, le Grand Prix et la journée de dimanche. Mais avant, Kevin, je voulais remercier les auditeurs du F1 Podcast. Vendredi, j'ai mentionné comme quoi on était tout près d'atteindre 8000 abonnés sur Facebook. Eh bien, la communauté F1 Podcast s'est ralliée, a trouvé des amis, des membres de la famille qui n'étaient pas abonnés, Mhm. des d'autres passionnés de F1, en fait, du travail de repérage là, pour le groupe du F1 Podcast. Puis on a atteint facilement, dépassé le cap des 8000 abonnés. Donc, je voulais les remercier. Avant qu'on commence, le gros sujet de la journée, c'est ce avec quoi on va commencer. Tu te doutes de bien de quoi je veux parler. Moi, ce qui est arrivé, comme je le disais tantôt, j'ai écouté la course en direct. J'ai tout écouté en direct tout au long de la fin de semaine. Donc, mon horloge est toute bouleversée, complètement à l'envers. Je décide d'aller me coucher aux petites heures du matin, prendre un peu de, faire un peu de rattrapage de sommeil puis tout ça. Puis là, quand je me relève, quand je me réveille de mon dodo, je me rends compte que, ben, c'est passé des grosses affaires. En gros, Mhm. disqualification, double disqualification pour Ferrari, puis disqualification pour Alpine. Mamma mia, comme, comme nos auditeurs italiens se sont dit, ben écoute, Ouais. ça, comme on dit ici, ça a fessé. Ça a fessé. Et puis, quand j'ai regardé ça après la course, Martin, sur les documents de la FIA, on peut voir les décisions de la FIA qui sont rendues, qui sont publiques. Et là, j'ai vu infraction notée, voiture numéro 16, infraction notée, voiture numéro 10 et infraction notée, voiture numéro 44. Donc, Leclerc, Gasly, Hamilton. Dans les trois situations, la, la situation était telle quelle que pour moi, dans mon livre à moi, j'ai vu ce qu'en était, je me suis dit, c'est une disqualification. Oui, c'est C'est automatique. inévitable, c'est Ouais. automatique. Donc, en premier lieu, Leclerc, qui avait fait une cinquième place après une bonne course, se voit exclu à cause d'un poids non réglementaire, comme Pierre Gasly. Lui aussi disqualifié, il était à 799 kg. Le poids minimum, c'est de 800. Donc, c'est le règlement. La FIA est extrêmement sévère là-dessus. Et dès que j'ai vu les deux pilotes-là, comme je t'ai dit, sous enquête pour cette infraction-là, hein, terminé. Disqualification imminente. Pour Lewis Hamilton, qui lui avait fini sixième, ben, c'est l'usure trop importante du patin de sa Ferrari. Tu l'avais mentionné sur la page Facebook, si je ne me trompe pas. Donc, sous les 9 mm spécifiés dans le règlement, terminé. Double disqualification de Ferrari qui perd très gros en Chine. Si tu le permets, Kevin, je vais être obligé d'y retourner avec mon explication de la Mhm. saison dernière. Je pensais pas que ça reviendrait encore d'actualité, ces histoires de patins-là. Mais pour les gens qui ne sont pas familiers avec le processus, c'est que en dessous des monoplaces, il y a ces fameux guides-là en titanium. C'est ce qui produit d'ailleurs les étincelles là, lorsque les voitures touchent à terre. On les voit un peu moins à la clarté du jour, mais dans quelques semaines, on va se transposer sur on va aller sur des circuits de nuit. Donc, vous allez les voir encore plus. Donc, ces fameux patins-là, c'est une forme de guide qu'on a pour être sûr que les pilotes soient bien protégés et qu'ils ne prennent pas trop de coups. Donc, notre façon de savoir ça, si les pilotes sont en sécurité, qu'ils ne subissent pas trop de coups, c'est de mesurer ces barres en titanium-là. Donc, si on descend en bas du 9 mm permis, ben, c'est une disqualification automatique. C'est ce qui était arrivé d'ailleurs à Hamilton au Grand Prix de Austin. Et c'était aussi d'ailleurs la même situation pour Charles Leclerc à l'époque. Ce qui m'a un peu surpris pour Ferrari, c'est non seulement une disqualification pour Lewis Hamilton, mais c'est d'être disqualifié nos deux voitures pour deux situations complètement différentes et des situations qui sont assez embarrassantes parce que Mhm. l'usure prématurée de la barre de titanium, normalement, tu es supposé contrôler ça. Tu es supposé le savoir. Tu es supposé prendre une unité de mesure après la première séance. Oui, on a juste une séance d'essai libre, mais après des qualifications, puis de voir où ce que tu t'en vas un peu avec ça, si c'est capable de survivre une cinquantaine, soixantaine de tours. Ça, on l'a pas fait. Ensuite, le poids minimum d'une monoplace. On l'a vu, cette situation-là se produire en Belgique l'année dernière. Puis on a pris un peu la même excuse de dire, ah, c'est à cause de l'usure des pneus. On est allé à un arrêt, puis à cause de ça, ben, l'usure des pneus a été trop sévère, puis a fait diminuer.
le poids de la voiture, le poids minimal, parce que Mhm. veux pas, les pneus sont après la voiture lorsqu'on la pèse. Donc, moi, je l'aime pas, cette explication. Parce que je me rappelle de Lewis Hamilton qui a gagné le Grand Prix de Silverstone sur 3 pneus. Il avait quand même respecté le poids minimum, là. J'ai beaucoup de difficultés lorsqu'on a une voiture qui a encore 4 pneus, on dit, ah, c'est arrivé à 1 kilogramme près, on n'a pas respecté le poids. Bah, c'est parce que ton poids était trop bas. Ton poids était Mhm. peut-être pas trop bas au début de la course, mais tu étais tellement proche de l'être que c'est pour ça. Tu as joué avec le feu. Il y a eu une erreur qui s'est passée ailleurs. Donc, je comprends que c'est une belle explication, là, l'histoire des pneus, là. Puis ça fait partie dans l'équation, là, ça a un faible pourcentage, ça joue un rôle. Sauf qu'à la base, il y a une décision avant Grand Prix, avant usure prématurée, avant de faire simplement un arrêt qui a été mal fait. Il y a quelque chose qui a été mal jugé. Puis ça, pour moi, ben, venant de n'importe quelle écurie de Formule 1, c'est inacceptable. Venant de Ferrari, ça l'est encore plus. Ça l'est encore plus aussi quand on sait qu'on a des ambitions de jouer le championnat constructeur. Et Oui. ça pardonne pas. On a un début de saison assez compliqué là, avec Ferrari, surtout cette double disqualification-là. Ça l'aide pas du tout la Scuderia dans son parcours pour 2025. Ça, c'est sûr et certain. Non, ça les aide vraiment pas. Puis Alpine, c'est quand même une deuxième disqualification en quelques mois. On se rappellera qu'il y avait eu l'histoire là, de l'utilisation de carburant. Donc ça fait 2 fois qu'on je veux pas dire qu'on se fait prendre à tricher parce que je comprends que il y a tellement de choses à vérifier, de spécifications sur les F1. C'est pas nécessairement pour gagner, aller soutirer un avantage. En plus, c'est un peu, si vous permettez l'expression, c'est un peu stupide de penser s'en sortir avec un avantage dans des choses qui sont vérifiées, très bien vérifiées, vérifiées méticuleusement. Mhm. Donc, c'est très dur d'y échapper là, à ces règlements-là. Donc, c'est pour ça que c'est un manque de contrôle, c'est un manque de planification. Il y a plusieurs choses qui pourraient expliquer ça, mais il n'y a rien de positif à travers toutes les excuses ou les qualificatifs qu'on peut trouver pour qu'une situation comme ça se produise. Donc, c'est encore là, le mot, c'est inacceptable dans n'importe quelle écurie que ça arrive. Donc, assez déçu. Puis ça vient aussi enlever. Je sais que ces partisans seront pas contents avec moi et voudront pas qu'on fasse ça, mais on n'a pas le choix. Ça vient aussi enlever du mérite à la victoire en sprint de Lewis Hamilton dans la journée de samedi. Parce qu'on n'est pas capable de savoir si la voiture était trop basse là. J'ai beaucoup de difficulté à croire que la voiture était performante dans la journée de vendredi pour la séance sprint shootout, était performante dans la course sprint, puis qu'on est arrivé dans la journée de dimanche, puis qu'on a décidé de changer quelque chose. Je pense pas. Pour moi, la voiture était pareille dimanche. Était la même voiture qu'on avait samedi, si pas avec quelques petits changements près, mais je pense pas rien qui a changé sur la hauteur de la voiture. Je vois mal Lewis Hamilton arriver et dire, écoute, ça vient d'aller vraiment bien. Même ma voiture plus basse, même ma voiture plus haute. Je pense pas. Je pense que c'est la même voiture qu'il y avait dimanche. Fait que ça vient, moi, ce que ça fait, c'est que ça m'enlève j'ai pas le choix d'enlever du mérite sur ce qui s'est passé dans la journée de samedi, puis de me poser la question de si on l'avait vérifié. Puis encore là, on, on peut pas vérifier de la même façon parce que l'usure des patins sur 20 tours, c'est, ne dépassera pas le millimètre requis. Mhm. Exact. Ouais. Donc, on peut pas en arriver au même résultat. C'est vraiment sur plusieurs tours que là, l'effet se fait ressentir, puis on descend en bas du millimètre, mais ça revient à dire quand même que sans, sans trop m'aventurer trop loin là, dans ma déclaration, mais j'ai pas de misère à penser que la voiture de Lewis Hamilton était trop basse samedi aussi. Et en plus de ça, en parlant de mérite, on va y aller un petit, un petit peu plus dans le positif. Il y en a un qui l'a mérité, cette victoire-là, Martin. La Oui, troisième victoire en carrière d'Oscar Piastri. Lui, il ne l'a pas volé. 191e pour McLaren, 46e victoire d'un pilote australien. Bravo à Oscar Piastri, qui a démontré en fin de semaine, Martin, qu'il n'était pas là pour jouer les deuxièmes violons. Ça, c'est le fun à voir. C'est le fun à voir pour le championnat. C'est le fun à voir qu'un jeune pilote comme Oscar Piastri sort les crocs et veut montrer à Lando Norris que tu ne l'auras pas facile cette saison, mon cher. Il devance justement son coéquipier Norris qui avait des problèmes de frein en fin d'épreuve. avant Ça a d'arriver au eu. problème de frein, Oui, Kevin, oui, vas-y, Martin, oui. avant qu'on arrive au problème de frein, faut absolument mentionner. Tu dis Oscar Piastri remporte l'épreuve. Oui. Ça, c'est du positif.
Mhm. Tellement positif que le directeur de l'écurie McLaren, Andreas Stella, a mentionné que dans leurs informations à eux, dans leurs données, le Grand Prix de Mhm. Chine était un des circuits où ce que Oscar Piastri avait eu le plus de difficultés l'année dernière. Protéger les pneus pour faire plein de choses. Oui, il y a eu Mhm. un changement avec le resurfaçage. C'est c'est nettement amélioré cette saison. Sauf Ouais. qu'on a été capable de voir dans les données qu'Oscar Piastri, c'était le jour et la nuit. Il a fait énormément de progrès dans une gestion de course. Et ça, c'est des signes que tous les bons morceaux là, commencent à rentrer dans les bonnes cases pour Oscar Piastri. Mais on est capable du mal comme du pire. On l'a vu dans la journée en Australie, dans son week-end en Australie, puis là, c'est repris. Mais on fait appel aux pilotes, on leur demande des fois de monter leur jeu d'un cran. Et ça fait que Oscar Piastri devient le deuxième pilote dans l'histoire des Cœurs Incorporés de la semaine. On va lui donner le titre des Cœurs Incorporés, qui est une compagnie québécoise spécialisée dans la construction d'escaliers de Montréal à Tremblant. Vous pouvez faire appel à leur service, un service humain et un service sur mesure. Puis eux, leur spécialité, Kevin, c'est quoi? C'est aider les gens à atteindre l'autre niveau en construisant des escaliers. Donc, Oscar Piastri, c'est notre pilote de la semaine qui a passé à l'autre niveau. Il nous a montré qu'il était capable maintenant de gérer une course, de signer une pole position, puis après ça, d'emmener sa voiture à terme le dimanche. Donc, chapeau à lui. Maintenant, on peut en venir à Lando Norris qui avait des problèmes de frein. Ben, lui, ça a freiné sa fin de course. Là. Ça aurait pu être pire que ça. Oui. C'est pas pour faire de mauvais jeu de mots. Et il a vu George Russell finir un peu moins d'une seconde. Donc, il était minuit moins une pour Lando Norris. Ça aurait pu être très, très dommageable pour Norris au championnat des pilotes. Oui, on va dire on est seulement à la deuxième course de la saison, mais chaque week-end est important. Chaque course est importante, car au final, c'est sûr, c'est celui qui a le plus de points qui remporte le championnat, bien évidemment, mais chaque point qui est perdu, au final, ça coûte très cher. Donc, heureusement, Norris a réussi à sauver les meubles. C'est pour ça un 50e doublé pour McLaren en Formule 1. Et en plus de ça, avec George Russell qui termine troisième sur le podium, c'est un podium avec trois gradués de la F2, Martin. Ça prouve que l'antichambre de la F1 nous produit des pilotes de talent qu'on voit en ce moment. 300e podium pour Mercedes avec Russell, par le fait même. Moi, je trouve ça bien de voir qu'est-ce que la Formule 2 a produit au cours des années avec les pilotes que l'on voit sur la grille, des pilotes de talent, des pilotes formidables. Je trouve ça beau à voir. Oui, parce qu'on a été souvent critique, puis c'est pas à l'endroit de la F2 qu'on a été critique, c'est plus à l'endroit de la F1 qui semblait pas faire confiance aux pilotes qui sont gradués de la sous-catégorie. On le voit là, on voit que ça a pris du temps. Bien sûr, ces pilotes-là sont arrivés jeunes, ça a pris quelques saisons, mais c'est quand même la F1 de demain. Là. On regarde la QV 2019. Aujourd'hui, là, quand tu regardes justement Norris, Russell, Albon est un peu plus loin, il n'a pas la même voiture qu'eux autres pour compétitionner, mais il est quand même régulièrement dans les top 10. Là, puis c'est quand même les trois gradués de la saison 2019. Lorsqu'on regarde celle de cette année, les Adjar Bortoleto, si on regarde ça de plus près, là, si on fait un trio, mettons Adjar Bortoleto et Antonelli, ben, on voit un peu ce qui va se passer. On est en train d'avoir une vitrine sur le futur de la Formule 1 aussi. Encore très, très tôt pour prédire où est-ce qu'on va aller avec ça, sauf que les signes sont encourageants. Lorsque, comme tu dis, qu'on regarde le sacrifice des dernières saisons en F1, ben, on est rendu en 2025, puis la QV de 2019, ben, il y en a deux justement dans le top 3 présentement. Probablement deux qui vont être des prétendants au titre de champion du monde cette année, en Norris et Russell. Donc, c'est très intéressant de voir ça, d'accéder, de voir les pilotes grandir. Quatrième pour Max Verstappen, une remontée en fin d'épreuve Mhm. sur la Ferrari de Charles Leclerc, sur la Ferrari de Lewis Hamilton. C'était pas le meilleur des départs hein, pour Max Verstappen. Temps de réaction, je pense qu'il était correct, mais c'est plutôt la prise de décision dans le virage. J'ai été un peu gêné par Norris qui s'est tassé un peu vers l'extérieur, puis Max était là aussi, puis le temps il s'est rabattu, ben, finalement Lewis Hamilton, s'il en fallait pas plus, puis s'invite à l'intérieur. Mais tout ça pour dire, vers la fin de l'épreuve, a réussi à remonter. Là. Oui, c'est ça. C'est un virage qui est assez compliqué à prendre, Mhm. Martin. C'est un virage, oui, on peut prendre plusieurs trajectoires, mais on peut facilement être débalancé lorsqu'on arrive.
dans ce premier enchaînement-là. On a vu Norris plus tôt dans la fin de semaine, comme on a mentionné, qui a été déporté. Et là, ben, même ça arrive aux champions du monde, ça arrive à Max Verstappen aussi qui a été pris de court par ça. Donc, c'est c'est un virage qui est délicat, c'est un virage qui est difficile et c'est pas parce qu'on est quadruple champion du monde qu'on réussit à s'en sortir. Verstappen a eu un sous-virage là-dessus et finalement, ben, ça s'est poursuivi par la suite. Il a perdu des positions. Heureusement pour lui, heureusement pour Red Bull, il a réussi à regagner par la suite. On a vu que la Red Bull était plus performante, que Verstappen était plus performant en fin d'épreuve. Ça a été intéressant pour la suite des choses. Donc, bravo à Verstappen pour sa quatrième position, qui a sauvé les meubles, encore une fois, comme il sait si souvent le faire. Il a géré ses pneumatiques, a trouvé Oui. discussion avec son ingénieur. Son ingénieur lui a dit quand c'était le temps d'y aller. Puis après ça, ben, il a répondu là, à chaque tour. Là, c'était comme une horloge. Là. On voyait ses temps descendre, puis l'écart entre lui puis Leclerc complètement fondre. Là, finalement, bien sûr, oui, il y a eu les Ferrari qui ont terminé derrière Verstappen, mais c'est pas l'ordre, le classement. Ils ont été disqualifiés. Là, ils sont plus là. Fait que c'est Esteban Ocon qui se retrouve cinquième. Tout Mhm. un revirement de situation pour Az, hein, quand même, quand on regarde ça, là. D'un week-end à un autre, là, comment tout peut changer. Oui, c'est vraiment une très, très belle performance des Haas. Pour moi, Martin, c'est mon écurie de la fin de semaine. Vraiment, on a réussi à s'améliorer énormément depuis Melbourne, où on était carrément à la ramasse. On réussit à sortir une belle performance, du moins pour Ocon en qualification. Bearman, ça a été un petit peu plus compliqué, mais en course, très belle gestion, très bonne optimisation de la stratégie. Donc, sur ça, bravo à Haas. Donc, c'est vraiment ça qui est important, c'est quand on voit les autres qui sont pas là ou qui font des erreurs au côté stratégique, c'est là qu'il faut, comme je le dis souvent, saisir l'opportunité. Je sais que je répète, mais c'est ça en Formule 1, c'est d'être là quand les autres font des erreurs. Et c'est là, après ça, au final, quand on regarde le championnat des constructeurs à la toute fin, on se dit, mais là, on a gagné des points ici, on a gagné des points là. Et au final, ben, on réussit à se ramasser avec ce surplus de valeur à la fin du championnat du monde. Et ça, en ce moment, ça a été très, très, très bien fait, très bien géré par Haas, par Ocon, qui a réussi à profiter la disqualification, dis-je, des deux pilotes Ferrari. C'est vraiment le jour et la nuit dans le cas de Haas, quand on regarde par rapport aux dernières saisons où on avait une problématique. On connaissait des très belles journées le samedi, des très belles séances Mhm. de qualification. Puis c'est en Grand Prix le dimanche qu'on n'était pas capable de contrôler l'usure des pneus. On était une voiture simplement bonne sur un tour donné, mais vraiment en course, on n'était pas capable de se faire justice. Puis là, on les voit pas en qualification. Puis c'est en course que la voiture semble prendre vie. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Si on est capable de juste trouver un ballon là, entre les deux, là, Mhm. on va être une écurie à surveiller aussi au cours de la saison. Mais il y a quelque chose de bien chez Az. Donc, il n'y a pas de panique. On les a vus à l'arrière du peloton à quelques moments. On se posait des questions. On sait qu'il faut pas tout prendre pour acquis qu'est-ce qui s'est passé en Australie. C'est deux circuits complètement différents, mais quand même, de les voir retourner là. On l'a vu. Bon, écoute, la F1 dit d'un week-end à un autre, tout peut changer. D'un samedi à un dimanche, tout peut changer. On voyait les Ferrari de retour. On disait, ah, wow, hey, ça a changé avec l'Australie. Finalement, on les voit bien performer dans la journée de samedi. On fait, ah, finalement, ils sont de retour, faut pas paniquer. Finalement, on se rend compte que ça marche pas. On n'est plus dans le classement du tout. C'est pire que pire. Donc, ça change excessivement vite. C'est vraiment fou. Donc, Ocon cinquième pour Az, Antonelli sixième, lui, il change pas. En tout cas, une autre belle performance Mhm. du jeune pilote. Déjà, oui, que je me trompe, le 18 points de classement en deux courses pour lui, là, à 18 ans. C'est vraiment impressionnant pour Kimi Antonelli. C'est tout un départ. A été voté pilote de la journée par les fans de la F1. Il était le premier surpris. Moi aussi, j'étais bien surpris. C'était pas mon candidat à moi. On en viendra plus tard, là, mais c'est ça. Et une autre belle performance de Kimi Antonelli. Oui, vraiment, qui prouve encore une fois qu'il est ce jeune pilote-là, ce prodige italien que la F1 avait besoin pour succéder, si je peux dire, à Max Verstappen. Antonelli
qui se classe. Il est déjà cinquième, Martin. Il a 22 points de Hein? classement. C'est, 22, c'est, c'est, excuse. incro- c'est- non, Hein? c'est correct. C'est Hein? incroyable de voir le début de saison de ce jeune-là. Il y a deux grands prix. Il y a deux grands prix, puis on dirait que ça fait pas mal plus longtemps que là qu'il est là. C'est ça qui est Ouais. incroyable, moi, dans la performance d'Antonelli. Moi, il m'épate. C'est pas pour rien que je l'ai mis mon pilote recrue de l'année. J'ai l'impression qu'on va en voir encore, puis on va encore en voir pas mal de la part d'Antonelli au cours de la saison. Et en plus, le maître recru de l'année à bord d'une Mercedes, certains diront, ah, ben c'est sûr, il y a la meilleure voiture. Oui, mais il y a aussi la vitrine pour se planter. C'est ça Mhm, l'affaire. aussi. Quand tu roules à l'arrière du peloton, dans une stack, rien pour enlever à Gabriel Bortoleto, mais tu peux faire des petites erreurs qui vont attirer l'attention, mais qui vont passer vite inaperçues. Quand tu fais des erreurs dans une Mercedes, dans la voiture qui a appartenu à Lewis Hamilton pendant tant d'années, euh, tous les réflecteurs sont sur lui, donc il pourrait se planter au grand jour, puis là, je te dis pas que ça arrivera pas, puis même si Mhm, ça arrive, ça sera pas une catastrophe, ça va faire partie de l'apprentissage. Jusqu'à maintenant, là, ça comporte vraiment bien. On dirait que c'est pas sa première saison en F1, du moins, là. Puis son classement, puis ses points, les points à côté de son nom, posent dans ce sens-là aussi. mhm, Un qui était notre pilote d'écœur incorporé la semaine passée, Alex Albon, qui avait monté mhm. son jeu d'un cran, ben, a continué sur son momentum, septième. Alex continue de rappeler à tout le monde que l'écurie Williams, eh bien, ce n'est pas Carlos Sainz nécessairement, c'était Alex Albon avant que l'Espagnol rejoigne l'écurie. Puis c'est pas, je sais pas de bâtir une rivalité entre les deux, là, parce que je pense pas qu'il y en a une. Je pense que ça fait juste partie du métier. Alex Albon veut se prouver. Puis c'est comme ça qu'en F1, on est comparé à notre coéquipier. Jusqu'à maintenant, il répond très bien. Puis l'écurie Williams aussi là, fait très bien, là, un autre top 10 pour eux autres. Oui, effectivement. Albon, qui a, qui a eu une bonne communication radio avec son ingénieur par rapport à sa gestion pneumatique. On l'a vu très incisif en disant non, non, je gère. Sacrez-moi patience Ouais, c'est ça, ouais, ça pour c'était bon, bien ça. dire. Ça a été une bonne communication radio, très sec, très prompt, mais au final, qu'est-ce que ça a fait? Ça a donné les résultats qu'on voit. Albon a bien fait. Il est là depuis le premier Grand Prix. Et là, en deuxième course qu'on a vu en Chine, encore devant Carlos Sainz. Sainz arrive, oui, il s'acclimate à cette Williams-là, à cette nouvelle écurie. Mais on voit qu'Albon n'est pas largué. Et ça, c'est bon signe pour lui, c'est bon pour la confiance parce qu'il a un vainqueur de Grand Prix à ses côtés. Donc, bravo à Carlos, pas à Carlos Sainz, ben oui à Carlos Sainz aussi, parce qu'il a quand même récolté un point dans l'équation, mais bravo à Alex Albon pour cette septième place. Un beau résultat encore. La communication radio de Albon, pour moi, c'est une des meilleures du week-end, mais elle n'a pas battu celle de Yuki Tsunoda. Je sais pas si tu l'as attrapé, Oui. celle-là, qui demande pourquoi est-ce que je peux pas utiliser l'avant? Ah, parce qu'on, son ingénieur qui dit, ah, on peut pas l'utiliser parce qu'on veut pas. Ouais, mais moi, je veux. OK, utilise, fais ce que tu veux. C'est ça. Quoi? C'est toujours drôle d'entendre Yuki Tsunoda. Oui, mais moi, je veux. Finalement, en tout cas, il y a eu gain de cause, puis Ouais. je sais pas si ça a vraiment aidé. Il aurait peut-être été mieux de se fier à ce qu'on lui recommandait, mais quand même. Septième pour Albon. Écoute, moi, mon pilote du jour, je le dis tout de suite, là, c'est le prochain. C'est celui que j'avais choisi comme recrue de l'année. C'est Oliver Burman, Ouais. qui a fait une course incroyable, qui a animé le spectacle, plusieurs dépassements. Il montre son talent. C'est tout un pilote, Oliver Burman. Ciao. Ouais, Comme il l'avait déjà mentionné pas une, mais à deux reprises, si je ne me trompe pas. Ciao. ciao, c'est C'est ça. vraiment une très, très belle performance. Bearman, chapeau. Il a prouvé l'année passée qu'il méritait sa place en Formule 1. Il le mérite encore une fois. Le week-end à Melbourne, ça a été un petit peu plus difficile, c'est vrai. Mais là, on le voit encore une fois. Il est là, il est performant, il est capable de dépasser, il est mature pour son âge. Ça, c'est très bon, c'est bon signe. Les ingénieurs aiment ça, ce type de jeune pilote-là, qui ne fait pas de crise à la radio, qui est mature, qui est professionnel comme ça. C'est super, j'adore ça. Oliver Bearman aussi, Martin, pilote du jour pour moi aussi. Ah, ben, unanimité de notre côté Unanimité. là-dessus pour l'homme ours. Ensuite, Lance Stroll, neuvième. Encore une belle performance, encore un top 10 de la part du Mhm. Canadien. Réussi à terminer encore une fois devant son coéquipier Fernando Alonso. Fernando Alonso qui a eu quand même eu une malchance, on va dire, c'est ce qu'il y en est, hein, quand même. C'est pas lui qui a mis le feu dans sa roue, là, dans Mhm. son frein.
Donc, plus de frein pour Fernando Alonso, ne pouvait plus aller très loin, mais quand même, faut lui donner ce qui revient. Lance Stroll, un bon début de saison, semble concentré, semble peut-être moins de pression, même s'il y en a toujours dans son cas. Je sais pas qu'est-ce qui a changé, je serais curieux de lui demander, mais je lui dirais surtout de rien changer, là, de garder ça comme ça. Effectivement, neuvième, donc encore des bons points. Bravo à Stroll. Il a fait un long premier relais. Oui. Bravo, une belle gestion pneumatique. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé bon de la part de Lance Stroll, c'est qu'il est capable de Mhm. bien gérer ses pneumatiques. On a tendance beaucoup à être critique, et oui, souvent avec raison, mais Lance Stroll, il a une belle qualité et c'est cette gestion pneumatique. Ça, il Rappelle-toi faut lui donner. Ouais. Oui, tu fais bien de le mentionner, c'est dans ses caractéristiques, ça, puis la pluie. Même si Oui, Brésil, l'année dernière, a fait mal à cette réputation-là d'être oui. bon sous la pluie, là. Mais la pluie, gestion des pneus, c'est quelque chose que Lance Stroll fait très bien. Puis en plus, je sais pas si tu te rappelles, début d'épreuve, il y avait un moment drôle où il y avait des bagarres en piste chez les pilotes à l'avant du peloton, puis finalement, tout le monde passait au côté il y avait toujours Lance Stroll, là, dans les jambes. Je sais pas si tu te rappelles de cette Ouais, séquence-là en début ouais, ouais, d'épreuve. ouais. Puis tu le voyais, puis des fois, il répondait quand même bien. Il avait pas à se tasser parce que il était pas un retardataire. Mais Mhm. lui, il avait pas été au puits encore. Fait que nécessairement, il avait pas les gommes pour ça. Mais c'était drôle de voir Lance Stroll pris dans des bagarres tout au long du début de l'épreuve. Puis en tout cas, ça m'a fait rire, ça. Puis c'est là que ça m'a dit, t'es à une bonne place dans la course. Si tu continues de faire les bonnes choses, puis que Aston Martin prend des bonnes décisions, Lance Stroll pourrait marquer des points aujourd'hui. Finalement, c'est arrivé. Bien sûr, il y a eu une double disqualification de Ferrari qui est venu aider à tout ça. Mais quand même, faut être là, tu l'as dit, faut être là pour saisir ses opportunités, puis il l'a fait. Ensuite, Carlos Sainz, 10e, son, euh, son premier point avec Williams, hein, moi que je me trompe, il n'en a pas fait la Mhm. semaine Oui. dernière. Mhm. Premier point avec Williams. Hadjar, 11e, je suis déçu pour lui. Oui. Déçu pour lui, je pense qu'il méritait de marquer des points cette semaine. Il a bien fait. Mais par exemple, une moins belle note à l'écurie Racing Bulls, je leur avais reproché par le passé, même la semaine dernière, les décisions stratégiques de l'écurie, des fois qui font défaut. Là, je les ai trouvés vraiment bons dans la première décision qu'ils ont prise. Ils ont été vite à arrêter. Ils ont bénéficié. Ils ont mis justement Kimi Antonelli sous pression. Ils ont mis plusieurs écuries sous pression. Même Max Verstappen de Red Bull a été obligé d'aller arrêter à un moment donné pour pas se faire avoir justement par Hadjar ou par Tsunoda qui avait fait la undercut, la carte d'en dessous, ce qui signifie quand on arrête au puits avant un adversaire, on ressort avec des gommes neuves puis on commence à mettre des temps qui sont nettement inférieurs à notre adversaire. Donc à ce moment-là, on gagne beaucoup, beaucoup de temps quand notre adversaire répond, ben, il est déjà trop tard. On ne peut pas Mhm. regagner ces tours-là qui ont été faits de façon avantageuse par notre compétition. Donc, ce temps-là est sacrifié. On l'a perdu. Sur un circuit comme la Chine, c'est une stratégie qui bénéficie ou dans lequel tu peux faire des gains significatifs. Et à ce moment-là, il fallait se méfier de ça du côté de Red Bull. Où ce qu'on s'est trompé un peu, c'est qu'on a décidé de faire une stratégie à deux arrêts quand pratiquement personne n'a décidé d'aller ce côté-là. Donc, on dirait qu'on a essayé de faire le coup deux fois. On l'a fait la première fois, on a arrêté très tôt. Puis on a dit, ah là, pendant que tout le monde arrête, ben nous, on fait des gains, puis on gagne de l'espace en piste, puis on roule pas de circulation, donc tout est bon, on bénéficie de ça. Puis là, plus tard dans l'épreuve, on dit, ah, on va refaire le même coup. Sauf que là, si nous autres, on s'est fait avoir notre propre jeu parce qu'on a arrêté une deuxième fois, puis toutes les autres écuries ont fait, ah, ah, non, nous autres, on n'arrêtera pas une deuxième fois, donc tu viens de perdre 21 secondes, mon grand, là. Fait que Ouais. ça a été moins bon là, du côté de Racing Bull, puis ça a coûté des points à un beau week-end à Adjar. Et c'est pas la première fois que ça arrive, Martin. On se fait avoir trop souvent à ce jeu-là face à nos rivaux du côté de l'écurie de Faenza. Et quand on voit les deux Haas et les deux Williams leur passer sous le nez alors qu'ils étaient derrière eux, ça prouve qu'il y a du travail important à faire du côté stratégique. Oui, exactement. C'est le point faible. Tu sais, je l'ai dit autant tantôt, la base, la voiture, elle a l'air très bonne. On a Mhm. développé une bonne voiture, puis ça, c'est correct. Là, il y a un autre petit point à travailler, c'est le côté stratégique. Par la suite, après ça, Lawson qui réussit quand même à terminer 12e. Est-ce qu'on prend ça sur un point positif? On est-tu rendu là que même 12e avec triple disqualification, qu'on prend ça quand même positivement pour Lawson d'avoir terminé 12e, on peut même pas. Écoute, quand on profite de ces circonstances-là, et on est même pas dans les points en plus.
j'ai du mal à trouver le positif, honnêtement, Martin. Mhm. Comme j'ai dit, bien J'essaye. que j'apprécie beaucoup Lawson. Ouais, c'est ça. Mais malheureusement, je trouve que la messe est dite pour Lawson chez Red Bull. Ah, déjà, Red Bull. j'en reviens pas. Écoute, dans mes prédictions les plus audacieuses, Mhm. j'aurais pas pensé avoir cette conversation-là avec toi au Grand Prix numéro 2. C'est incroyable. Moi non plus. Ça me jette à terre. Puis c'est pas fini, mais on va peut-être être capable de se rendre à l'épisode du entre deux courses, puis être capable d'en discuter avec les boys sur ce Mhm. sujet-là. Mais écoute, j'en reviens pas qu'on a plus Perez, puis on est à épisode 2, saison 3. Puis on va encore avoir un sujet sur le pilote numéro 2 de Red Bull. C'est vraiment un sujet qui... En tout cas, on est pris avec ça. On est pris avec ça. C'est un sujet croustillant. Ouais, c'est croustillant, mais on peut pas l'éviter. On dirait que Non. c'est toujours de l'actualité. Ouais. Si tu savais combien d'épisodes on a fait la saison, ben tu le sais. Mhm. Combien d'épisodes on Ouais. a fait la saison dernière là-dessus, puis je pensais avoir la paix un petit bout de temps. Ben, tu sais, j'étais naïf, en même temps, je savais que ça causerait des problèmes. On l'a mis là trop tôt, mais en tout cas, pas si tôt que ça, en tout cas. Un autre celui on s'attendait que ça soit dans les discussions, celle-là encore, c'est Jack Doohan. Jack Doohan, Mhm. là, moi, je trouve qu'il fait bien en qualification, mais en course, t'as raison, il est pas là pantoute. Ouais, c'est ça. Malheureusement, c'est en course qu'on gagne des points. Et malheureusement, Douane n'est pas encore dans le raid. Oui, OK, pilote recrue. Il apprend, évidemment. Mais on a vu sa défense musclée à Douane qui s'est malheureusement terminée en une pénalité. Ouais. C'est vrai que De... je blâmais Racing Bulls là, pour la Mhm. mauvaise stratégie, là. Mais puis que ça a coûté des points à Jar, mais il y a aussi Dwayne Mhm. qui a coûté des points à Jar aussi. Faut le dire. Effectivement. Ouais. Mais en tout cas, c'est dommage pour. C'est dommage pour Douane, c'est l'apprentissage aussi, mais dans son cas, c'est un apprentissage qui doit peaufiner le plus rapidement possible parce qu'il y a la menace d'un jeune pilote argentin que tu apprécies beaucoup, Martin, qui Franco Colapinto. oui, qui se profile Puis j'ai pas la grippe drôlement. j'ai pas la grippe quand ça vient le temps de dire Franco Colapinto. C'est peut-être ça que j'aurais dû faire toute la semaine, j'aurais guéri plus vite. Franco Colapinto. Qu'on la Pinto qui tente évidemment de revenir sur la grille. Donc, Douane, c'est sûr qu'il y a des situations comme ça n'aidera pas sa cause, mais bon, il le sait en même temps aussi. Hein, il n'est pas naïf, Douane. Donc, 13e pour lui. Bortoletto, 14e, 15e pour Hülkenberg et Tsunoda, 16e, qui a eu un pépin avec son aileron avant. Ben Et oui, à encore une fois, casser ouais, tout seul. ouais, ouais. Ouais, c'est cassé dans Puis, le transport. mais malheureusement, comme j'ai mentionné, une opportunité ratée pour Racing Bulls. Ben, c'est là qu'on voit que c'est pas si facile que ça faire des ailerons flexibles, hein, parce que faut être flexible, mais faut pas qu'ils cassent non plus. On l'a vu, là, juste une pression, c'est arrivé avec l'air, là, puis le morceau a complètement cédé. Puis encore là, ça a donné une très bonne communication radio de Tsunoda qui demande pourquoi son aileron est cassé. Cassé, mais pourquoi? Je sais pas pourquoi ça m'a fait Oui, rappeler la communication radio de Raikkonen dans le temps, là. Pourquoi? Pourquoi? oui. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Mais bon. Bortoletto, ça en est un, moi, je trouve qu'il se comporte bien. Autant en qualification, en course, Mhm, il se comporte comme un champion. Comme un gars qui a gagné un titre d'F2 puis d'F3. Puis mhm. je le trouve bon. Je comprends qu'il y a une stack, il a fait des erreurs aussi, il a perdu le contrôle. Il s'est fait accrocher, là. Mais je veux dire, je sais pas, toi, dans l'ensemble, Bortoletto, pas trop déçu, hein, il va bien. Non, il va bien. Ben, mine de rien, il termine devant son coéquipier. C'est Donc, ça? c'est déjà ça de gagner. Hülkenberg, c'est pas un pied de céleri non plus. Non. Donc, bravo à Bortoletto. Lui aussi, il apprend. Donc, c'est l'apprentissage, c'est le métier qui rentre. Et c'est sûr qu'avec une Sauber, c'est pas évident de se faire valoir dans toutes les situations, mais comme ça, on a un peu moins de pression de son côté. Continue de bien faire les choses, fait pas trop de vagues. Donc, lentement, mais sûrement. Non, c'est ça, Bortoletto, vraiment, je trouve qu'il fait bien ça. Bien ça depuis le début de la saison. Puis, comme tu dis, c'est ça, il compte. Je sais pas pourquoi tu m'as débalancé avec pas un pied de céleri. J'ai eu la photo de Hülkenberg en vert, puis pour moi, il avait l'air d'un céleri, mais non, c'est un bon pilote. C'est un très, très bon pilote, Hülkenberg. Donc, Bortoletto, d'être capable déjà d'arriver si jeune que ça,
placer sa voiture aux bonnes places. Rien de méchant contre ça, mais tant qu'à avoir Guan Yu Zhou en Formule 1, j'aime mieux un Bortoleto. On Mhm. l'avait dit là, que la Effectivement. grille Ouais. de 2025 serait supérieure à celle de 2024 haut la main. Puis présentement, je trouve que c'est déjà le cas. On le voit déjà. Euh, ben, c'est ce qui conclut pas mal notre épisode pour cette semaine. Côté pilote du jour, côté euh, pilote des cœurs de la semaine, tout ça, ça a été décerné. La hiérarchie dans les écuries, ben, il nous reste un autre un Grand Prix au Japon qui va nous donner encore des bonnes réponses à tout ça. De savoir qui vraiment est à prendre au sérieux. Les Ferrari, on a pris un sacré pas de recul, autant au championnat des constructeurs qu'au championnat des pilotes. C'est vraiment pas le début de saison escompté pour la Scuderia. On s'attendait pas à ça, d'une double disqualification, mais ça va faire mal. Combien de temps que ça va nous prendre pour se relever de ça? On se doit de gagner. À partir de maintenant, là, Mhm. on n'a plus le droit à l'erreur déjà. Ça fait trop la dire dans une saison aussi longue que ça. Mais il faut qu'on rattrape ça. Du côté de Red Bull, on a un meeting, un rendez-vous spécial au cours de la semaine, 2 semaines avant le prochain Grand Prix. On va se réunir pour savoir il y a fort à parier qu'on va discuter du dossier Lawson, mais on va aussi discuter du dossier perte de puissance, savoir développement, où est-ce qu'on s'en va avec ça. On trouve qu'il y a un écart qui s'est creusé rapidement entre la McLaren et la RB21, voir si on est capable de débloquer de la performance à même la voiture qu'on a conçue, ou si on est tout de suite obligé de changer un peu la courbe de développement pour être sûr qu'on s'en va dans le bon sens. Donc, on se remet déjà en question chez Red Bull après 2 Grands Prix. Je pense que c'est correct. Il faut pas paniquer. On a aussi, comme je le disais, là, beaucoup de temps de développement qui s'en vient au cours des prochaines semaines. Je serais pas surpris non plus. C'est pas une trop grosse déclaration de dire que on va sûrement se retrouver quatrième au championnat des constructeurs d'ici le 1er juillet, surtout qu'on a juste un pilote présentement. Donc, on va avoir encore plus de temps dans la deuxième moitié de saison en temps de soufflerie. On risque de gagner le temps de Mercedes. Donc, tout ça, là, c'est comment étudier ça du côté de l'écurie autrichienne puis de mettre ça à bon escient pour aider Verstappen à capturer un titre, un 5e titre consécutif de champion du monde. Il y a une chose de certain qu'on a appris depuis le début de la saison, c'est qu'il va y avoir des rebondissements en 2025, qu'il va y avoir de la parité en 2025, si on le savait déjà, mais continue d'aller dans le même sens, mais qu'on va avoir aussi des très bons spectacles et beaucoup de champions différents. Peut-être pas chez les écuries, pour l'instant, il y a beaucoup d'oranges, mais ça, c'est le début de saison. On s'y attendait aussi. Mais pour l'instant, moi, je suis pas déçu de ce qu'on a. Puis Suzuka, ben, c'est un des grands prix le plus fun dans la saison. Donc, dans 2 semaines, mon cher Kevin, on se donne déjà rendez-vous. Mais nous, on se donne un rendez-vous cette semaine pour notre épisode entre deux courses. On va discuter avec les boys de différents sujets. En terminant, Kevin, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je te souhaite une excellente semaine aussi. Ben, merci beaucoup. C'est bien gentil. Et pour la petite statistique intéressante, mesdames et messieurs, Lance Stroll est devant les deux pilotes Ferrari au championnat des pilotes. Hein, qui avait ça sur sa carte de bingo avant que la saison commence? Stroll devant Hamilton après les 2 premiers Grands Prix de la saison. Qui avait ça? Personne. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 24 mars. Notre prochain rendez-vous sera vendredi avec notre formule entre deux courses où je reçois certains de nos collaborateurs afin de discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. Entre-temps, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X Twitter ainsi que Instagram, à vous abonner à nos chaînes Spotify ainsi que YouTube et à cliquer sur la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.